Okay, merci. Je suis Barthélemy Koukoura, président de l'association RABER, Réseau africain pour le bien-être et la résilience. Je représente aussi les autres associations des usagers du Togo. Je suis chargé de vous développer le sous-thème participation des usagers des services de santé mentale et respect des droits humains. Ma présentation s'articule sur 3 principaux points qui sont les suivants: l'état des lieux, la réponse aux insuffisances et les recommandations. Et entre ces principaux points, nous allons commencer d'abord avec une brève introduction et enfin donner une brève conclusion également. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons introduire en disant qu'il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Et pourtant, la santé mentale est un parent pauvre des programmes de santé au Togo. Et ce qui veut dire que la santé mentale n'est aucunement une priorité pour les autorités sanitaires. Ceci, c'est dans un contexte dans lequel les usagers de la santé mentale que nous sommes victimes des stéréotypes, de discrimination, des préjugés dans nos propres familles, dans nos lieux de travail, et au niveau des services financiers. Et pour cela, le RABER vient en rempart pour faire bouger la ligne. Alors, nous allons amorcer avec le premier point, l'état des lieux. Ceci concerne l'organisation et les services de la santé mentale disponibles avant la mise en œuvre du projet santé mentale et de soutien social par HI Togo. Alors, nous allons commencer notre état des lieux avec l'organisation de la santé mentale. Et il convient de signaler qu'il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique qui est localisé au sud du pays, et précisément à Neho. Et la prise en charge aussi se faisait dans les centres hospitaliers régionaux, les CHR, communément appelés, et aussi avec 5 centres privés et avec un personnel composé de 5 psychiatres et d'une centaine de psychologues pour une population de plus de 8 millions d'habitants. Et aussi, les activités de santé mentale ne sont pas suffisamment intégrées au système de soins communautaires, résultant de la faible capacité des professionnels. Et le peu de soins qui sont assurés à nous, les usagers, sont axés essentiellement sur le traitement des symptômes. Ça ne prend pas en compte la réadaptation ni la réinsertion sociale. Et ça ne permet pas une bonne intégration des usagers
dans la société pour reprendre leurs activités en bonne et due forme. Et par rapport aux services disponibles, nous pouvons dire que les usagers de la santé mentale n'ont pas accès aux médicaments du fait qu'ils ne sont pas disponibles dans les centres communautaires. Vous voyez, pour celui qui habite dans un village ou dans les hameaux, il faut quitter un village ou un hameau, parcourir des dizaines, voire même des centaines de kilomètres avant d'arriver dans un centre hospitalier régional pour avoir accès aux soins. Et en dehors du fait qu'il y a la distance, il y a aussi l'accès difficile dû au faible équipement des centres de prise en charge. Et aussi, nous avons une perception des usagers ou de la population par rapport aux usagers qui n'est du tout pas favorable. Et la perception est que celui qui souffre d'un trouble mental ou un trouble psychique a posé certainement un acte qui a heurté la colère des dieux, la colère des ancêtres, et la colère des fétiches, et que c'est son sort à subir et qu'il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur son sort. Et on pense que dès que cela arrive, il faut aller faire la prise en charge au niveau des féticheurs. Arriver, il y a des rituels auxquels vous allez subir. Et pour d'autres, la prise en charge se fait dans les camps de prière, chez les pasteurs, chez les prêtres, voilà, exorcistes. Et c'est lorsque ces voies de recours n'aboutissent pas au résultat escompté que sur conseil d'un proche qu'on revient à la médecine moderne ou aux soins conventionnels. Et par rapport au bien-être et l'opinion des usagers, nous constatons que la société est répulsive aux usagers de la santé mentale. Et cela contraint les usagers même à se retirer. Et ça affecte par conséquent leur bien-être. Nous manquons de bien-être parce que nous ne sommes pas intégrés dans nos sociétés, dans nos familles même. Voilà. Et nous ne participons pas aussi aux décisions nous concernant et concernant nos communautés. Et c'est l'exemple des COGES, Comités de gestion de la santé, composés des leaders communautaires, des représentants des associations qui existent dans les communautés et des responsables sanitaires. Ces COGES constituent des espaces dans lesquels des décisions sont prises. Et étant donné que les usagers que nous ne sommes pas intégrés à ces sphères décisionnelles, les décisions qui sont prises ne nous concernent pas ou ne sont pas à notre avantage. Et ça fait que notre voix n'est pas portée et notre cause n'est pas défendue. Et nous, même en tant qu'usagers, nous connaissons peu nos droits. N'en parlons pas de la société. Voilà. Et au regard de ces insuffisances constatées, le projet santé mentale et soutien psychosocial de handicap international de Go est venu apporter une stratégie de riposte ou des réponses à ces écarts. Et ce projet a procédé d'abord au renforcement des capacités des acteurs. Et
Au rang de ces acteurs, nous avons les responsables de formation sanitaire, communément appelés RFS, les agents de santé communautaires, communément aussi appelés les ASC, les assistants sociaux, les assistants médicaux, les infirmiers et les associations et groupements d'usagers sur l'accompagnement social personnalisé et sur d'autres modules également. Et les services de prise en charge en santé mentale multidisciplinaire à base communautaire sont désormais accessibles à tous. Et dans ces services multidisciplinaires, nous, en tant qu'usagers, nous y participons pour les sensibilisations lors des équipes mobiles du projet. Et pour que le renforcement des capacités puisse être effectif pour une réelle participation des usagers, nous avons une représentation qui se fait par un triangle que nous avons illustré ici, et à la pyramide, au sommet de la pyramide du triangle, nous avons l'appui à la mise en place des groupements et associations. Ceci dit, à travers le renforcement de capacités, à travers les sensibilisations par-ci et par-là, nous sommes incités à créer des associations. Nous sommes incités à nous mettre ensemble en synergie d'action pour pouvoir porter haut notre voix et qu'elle soit plus entendue. Et ensuite, le projet a procédé au renforcement institutionnel et individuel plus accompagnement. Ceci permet une assise nationale des groupements et associations. Ceci permet également aux associations et groupements qui existent d'avoir un statut légal. Voilà. Et en troisième lieu, il y a la création d'un environnement inclusif. À travers ce qui est fait déjà en amont, nous avons en aval maintenant un environnement inclusif qu'il faut coûte que coûte créer pour permettre la réinsertion de nos usagers dans la société. Et le premier point de la participation active des usagers relatif à l'appui de la mise en place des groupements et associations contribue à contribuer, je dirais même, à la création de certaines, ça a suscité la création de certaines associations comme la nôtre, le RABER, Réseau africain pour le bien-être et la résilience. Et d'autres associations qui existaient ont été renforcées et institutionnellement, ils ont eu une bonne assise et ça a boosté davantage leurs activités, comme la veille à l'association Vie libérée de Lomé et aussi la création du groupement Balanfit d'Apon et aussi la création du groupe d'entraide communautaire de Nagbeni au nord du pays et l'association des amis de Saint-Jean de Dieu. Et par rapport au renforcement institutionnel et individuel, plus accompagnement, on a procédé d'abord au renforcement organisationnel et accompagnement des groupements pour leur assise nationale, comme je l'ai dit plus haut. Et certaines associations comme l'AVL ont déjà bénéficié d'un renforcement de capacité sur le plaidoyer et presque toutes les associations et tous les groupements ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur la Convention des droits des personnes handicapées et aussi le renforcement individuel que nous avons reçu sur l'estime et la confiance en soi. Voilà, ceci nous permet de nous rehausser le moral et de vivre en harmonie avec notre environnement. Et en dernier
point de la participation qui est relatif à la création d'un environnement inclusif, nous avons des réunions stratégiques du projet. Et parmi ces réunions stratégiques du projet, je peux citer l'exemple du comité de pilotage du projet auquel nous y participons. Et au cours de ces réunions de comité de pilotage, nous faisons la revue de nos activités, nous présentons notre programme de l'année en cours et aussi nous faisons une certaine recommandation à l'endroit des projets, du projet et autres partenaires. Et aussi, l'AVL déjà, notre association consoeur, fait partie déjà du réseau des personnes, des organisations des personnes handicapées. Et aussi, nous participons aux côtés du projet aux activités de sensibilisation et même nous sensibilisons nous-mêmes dans nos communautés, nous sensibilisons à travers les émissions radiophoniques avec l'accompagnement de notre partenaire, le projet Santé mentale soutien et soutien psychosocial. Et aussi, nous sensibilisons avec le projet lors des équipes mobiles. Et en guise de recommandation, nous portons nos recommandations à l'égard des partenaires techniques et financiers, de même qu'à l'égard de l'État, de vraiment faire respecter les articles 3, 4 et 8 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, en invitant nos États respectifs à prendre des mesures idoines et effectives en vue de sensibiliser en amont les institutions de l'État et en aval les populations et les familles au respect de leurs droits, des droits des handicapés, des personnes handicapées que nous sommes et aussi la dignité de notre personne. Et aussi combattre dans nos communautés, dans nos familles, les stéréotypes et les préjugés qui ne permettent pas une cohésion parfaite. Et aussi de faire un effort pour faire de la santé mentale une priorité. Je l'ai évoqué plus haut dans l'introduction que la santé mentale n'est aucunement une priorité dans notre pays. Et renforcer également les professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant de problèmes psychiques. Et ce renforcement nous permettra d'avoir un bon accompagnement et une bonne réinsertion socio-professionnelle. Et nos recommandations à l'égard des associations, ONG et États, c'est d'appuyer le gouvernement à rendre accessible et disponible la Convention des droits des personnes handicapées et aussi renforcer le pouvoir d'action collective des usagers et appuyer aussi la production d'outils de sensibilisation tels que les vidéos, les témoignages et autres expressions artistiques comme les chants et les vidéos pour sensibiliser à une meilleure prise de conscience. Quelqu'un qui suit une vidéo peut être transformé. C'est aussi une façon de toucher les cœurs. Voilà. Les témoignages également sont des moyens de toucher les cœurs et la sensibilité des membres de la communauté. Et à l'endroit des médias, nous recommandons aux médias une effective collaboration avec les ONG, associations et groupements d'usagers qui luttent contre la stigmatisation des usagers et de jouer leur rôle en s'engageant dans la promotion de la santé mentale dans notre pays.
Alors, en guise de conclusion, nous dirons qu'il est très important aujourd'hui pour bâtir notre cité et construire un monde de paix et digne de chacun d'impliquer toutes les couches, surtout les couches assez vulnérables que sommes nous les usagers. Promouvoir et encourager la cohabitation entre les personnes, l'acceptation de l'autre, la différence, la connaissance de l'autre comme une richesse, un atout pour le développement d'un pays. Mais pour que tout ceci soit effectif, la santé mentale doit devenir une priorité des priorités dans notre pays pour faire changer la perception de la maladie mentale par les populations. Merci pour votre attention et intérêt.